Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer cette présentation. Déjà, merci d'être présents. Donc, on a une vingtaine de participants de différents horizons. Donc, on salue bien sûr nos collègues architectes, mes partenaires aussi, l'ADEME, Synergile, la région Guadeloupe, je trouve présent, et bien sûr toutes les communes et comités d'agglomération ici présentes. Donc, on va démarrer ce webinaire avec une présentation rapide du programme. Donc, on va démarrer avec la présentation du programme ACTE, qui sera faite par Madame Magali Merlin. Ensuite, je me chargerai de la présentation du décret tertiaire, qui est plus souvent appelé dispositif éco-énergie tertiaire, et les obligations pour les collectivités. Et enfin, M. Emery terminera sur le focus sur l'appel à projet palétuvier qui concerne vraiment la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires en Outre-mer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace conversé pour cela. L'enregistrement est enregistré, donc on mettra le replay sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à faire la demande par mail. De toute façon, vous aurez, ceux qui se sont inscrits, le support tout à l'heure. Alors, on va d'abord présenter nos structures, évidemment, oui, j'ai oublié de le dire. Donc, le CAE de la Guadeloupe. Donc, on est un organisme qui fête ses 40 ans cette année. Et donc, nous sommes nés de la loi de l'architecture du 3 janvier 1977. Et nous avons pour mission donc, la promotion de l'architecture, la qualité pardon, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, des paysages et du patrimoine. Donc, nous sommes investis d'une mission d'intérêt public. Et notre stratégie est souvent orientée autour de l'ICAFET, donc informer, conseiller, accompagner, former et fédérer les acteurs et usagers du cadre de vie. Donc, je vous invite à aller sur notre site Internet. Nos champs de compétences, donc je l'ai décrit, architecture, urbanisme, environnement, énergie, paysage et patrimoine. La stratégie CAFET pour nos différentes cibles, donc les collectivités, nos partenaires, les particuliers, les scolaires, les professionnels, les associations. Là, on est plus au niveau de nos missions principales, qui est le Conseil d'énergie partagée, qui a pour but vraiment d'être aux côtés des collectivités locales sur l'accompagnement sur la thématique énergie, donc qui est complémentaire justement du programme ACTE. Et donc, les grands domaines d'intervention sont le bilan énergétique des collectivités, donc au pré-diagnostic, en amont de ce fait par des bureaux d'études, le suivi énergétique personnalisé, des accompagnements de projets et des actions d'information et de sensibilisation comme celles qu'on a en ce moment. Donc, ce dispositif est accompagné aussi par différents partenaires au-delà du CAE Guadeloupe. Donc, on a l'ADEME, la région Guadeloupe, EDF Archipel Guadeloupe. Donc, il y a aussi une vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à la consulter à l'issue de ce webinaire, donc on ne veut pas vous perdre quand même. Je laisserai la parole à Mme Merlin pour présenter la FNCCR et le programme APT. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Rebonjour à tous. Je ne sais pas qui a la main sur la présentation, c'est toujours vous? Moi, oui. D'accord. Donc, on va tout de suite passer sur la première slide. Je vais rapidement vous présenter ce qu'est la FNCCR. Donc, c'est une fédération nationale des collectivités, association de loi 1901, donc au service des collectivités, qui regroupe 850 adhérents pour toucher 60 millions d'habitants, avec des financements 100% publics. Elle regroupe à la fois des collectivités qui délèguent leurs services publics à des entreprises et d'autres qui gèrent elles-mêmes ces services publics. Donc, la fédération, elle exerce pour ses adhérents des missions de conseil, d'animation et de représentation de leurs intérêts sur ce qui touche justement à leurs services publics en réseau. Donc, quand on parle de services publics en réseau, des choses auxquelles vous êtes très familiers, on parle des réseaux énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur et froid, d'énergie renouvelable aussi, tout ce qui touche à la transition énergétique et à la maîtrise de la demande en énergie, d'où le fait que la FNCCR porte le programme ACTE, on va en reparler. On parle aussi de services publics en réseau tels que ce qui touche à l'eau et à l'assainissement, et puis une thématique de plus en plus grandissante qui sont les réseaux numériques, des questions de déploiement de fibre optique, de très haut débit, avec aussi une approche transverse en ce qui concerne l'économie circulaire et les déchets. Voilà, donc un peu pour vous présenter très brièvement ce qu'est la FNCCR. Donc sur sa thématique énergie, la FNCCR porte le programme ACTE. Donc au travers d'une équipe resserrée, on est à peu près une dizaine, je crois que les comptes ils sont à 14 quand on intègre un peu toutes les personnes de la fédération qui travaillent de près ou de loin sur ACTE, où on a cette posture de répondre à vos questions, d'aider à monter les dossiers de candidature des différents appels à projets tels que palétuvier, et puis en amont d'en faire un peu la préfiguration et de composer le cahier des charges le plus adapté au territoire, et ça, Loane va vous en reparler pour palétuvier plus précisément. Et donc, la rénovation énergétique, pourquoi et comment passer à l'action? C'est cette fameuse question que vous vous êtes peut-être posée, que vous vous posez encore, qui justifie que vous soyez présent aujourd'hui et que vous posent aussi peut-être vos élus.
Par où on commence en fait? Pourquoi on fait ça et par où on commence? Justement, Actée, elle est née de la rencontre entre l'envie d'agir des collectivités et cette obligation qui est poussée clairement par le décret tertiaire ou éco-énergie tertiaire. Et au-delà des obligations réglementaires, les motivations pour les élus, les services techniques sont nombreuses. Vous les partagez si vous êtes là aujourd'hui pour passer à l'action, et que ce soit pour des enjeux de maîtrise budgétaire, la recherche d'un meilleur confort thermique pour les usagers, des questions de valorisation aussi du patrimoine qui est vieillissant, voire même au vieillissement accéléré sous nos latitudes, et avec un patrimoine qui est d'exception par l'histoire qu'il porte, par l'architecture, etc. Donc, il y a vraiment des raisons, je pense, qui nous lient tous aujourd'hui. Et si on va à la slide d'après, la façon de passer à l'action qui est la plus, merci, la plus pragmatique, notamment sur comment on fait pour financer cette rénovation. Donc, on prépare l'action, c'est-à-dire que ça passe au travers d'un état des lieux exhaustif, technique du bâti, de ses potentialités en matière d'amélioration. C'est aussi un inventaire des usages et des besoins des usagers, des occupants. L'idée, c'est aussi d'y intégrer tous les choix de stratégie patrimoniale et d'ambition environnementale, dans l'idée de se dire quel bâtiment on va cibler, quels sont les plus consommateurs, quels sont ceux qui nécessitent qu'on intervienne en particulier et en priorité. Et du coup, ces différents éléments vont permettre d'activer les bons leviers de contractualisation, de passage de marché, les bons outils financiers. Donc là, on en voit un certain nombre sur cette slide. Peut-être que certains d'entre vous les ont déjà maniés sur des missions précédentes ou en cours. Et donc, ces différents leviers qui vont amener vers la décision de travaux. Et puis, on en arrive à la question de suivi des actions dans le long terme, donc des actions de suivi, donc notamment des consommations pour suivre et gérer les écarts. Donc, on a notamment la posture de l'économe de flux. Pareil, Loan y reviendra, il a une place centrale dans le programme Palais-Tuvier pour un peu avoir la continuité de l'action sur ces questions d'efficacité énergétique. Donc, à chacune de ces étapes, un outillage financier existe de nature diverse qui permet aux collectivités de se doter des ressources humaines en leur sein. Donc, c'est un peu ce poste d'économe de flux. On peut passer, pardon, on peut continuer. Avec l'idée de retenir qu'il y a vraiment un alignement de planète aujourd'hui et le programme Actée et Palais-Tuvier en est un exemple pour se saisir maintenant de ces sujets-là et pour identifier la meilleure ingénierie financière pour chaque collectivité pour faire sa rénovation énergétique et de son parc de bâtiments tertiaires. Actée est représenté, donc c'est assez représentatif en fait cet arbre. Il y a deux piliers en fait dans le programme. Il y a l'aspect mutualisation avec des adaptations que Loan aussi vous présentera par rapport à Palais-Tuvier et puis le contexte géographique particulier pour les départements et régions d'outre-mer. Mais l'idée, c'est de mutualiser les actions pour augmenter l'effet levier. Le deuxième pilier, c'est une approche long terme dans l'idée d'échelonner les actions en les inscrivant dans une stratégie globale pluriannuelle. Donc vraiment une idée de pouvoir mettre en place des actions et puis d'avoir des pierres qui permettent de construire un édifice de plus en plus imposant et de plus en plus robuste. Et dans cette philosophie-là, les approches dans Actée, elles sont complémentaires. Donc c'est le schéma de l'arbre dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a un aspect bibliothèque, centre de ressources. Donc, par exemple, il y a le MOOC sur les fondamentaux de la rénovation énergétique des bâtis tertiaires qui est disponible en libre accès sur la plateforme de l'ADEME du plan bâtiment durable. C'est au travers de l'élaboration de guides avec des présentations dans des webinaires, par exemple, comme celui-ci pour les présenter. Donc, d'intérêt particulier pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, un guide axé sur le confort thermique en zone tropicale, en zone climatique tropicale, avec cette particularité de solutions techniques de rafraîchissement, de résistance aux aléas climatiques, etc. Donc, on vient d'un webinaire avec Mayotte, j'en ai pas parlé, qui mentionnait même le bioclimatisme du coup dans des territoires exposés en zone tropicale. Donc il y a des sujets aussi techniques et des solutions techniques qui existent pour répondre à ces enjeux-là. Donc, on a un rôle de conseil, notamment donc, représenté par un centre d'appui, une hotline
qui est joignable de 10h à 16h heure métropolitaine, où les membres de l'équipe qui ont différentes casquettes et différentes compétences en matière juridique, technique et financière répondent aux questions, j'ai envie de dire, de premier niveau pour justement réussir à donner un premier retour aux collectivités sur les questions qu'elles se posent en matière d'efficacité énergétique. Et puis, l'élément central du programme, c'est le financement du passage à l'acte. Donc, c'est Palétuvier, du coup, en est un. C'est ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet qui, du coup, vise à financer le coût organisationnel de la rénovation énergétique. Donc, on parle d'audit, de schéma de stratégie immobilière, de petits équipements pour savoir où passe l'énergie, comment on fait pour la suivre, avec des expertises qui peuvent être externalisées par des bureaux d'études, mais aussi internalisées via le profil économe de flux, qui est un profil facilitateur intégré aux équipes de la collectivité pour soutenir justement cette trajectoire dans cette idée toujours de long terme. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Acté. Je vais juste conclure avec un grand plaisir d'être intervenue dans votre webinaire, car martiniquaise de Papané en Guadeloupe, je suis très très heureuse de voir l'intérêt des territoires d'outre-mer sur un programme tel que Palétuvier pour l'amélioration des bâtiments. Voilà, je passe la parole à mon collègue Lohan et je vous souhaite une bonne suite de webinaire. Alors, juste avant justement le passage à la présentation de l'appel à projet Palétuvier, on va quand même voir s'il y a des questions dans le public, puisque vous devez nous quitter tout à l'heure et on voudrait quand même avoir les retours si quelqu'un a des questions sur le Bien programme sûr. Acté. Et n'hésitez pas donc à allumer vos micros, je les ai réactivés. En tout cas, sous le chat, vous avez certains éléments, le centre de retour source Acté, le lien. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Je pense que, bon, s'il y a des questions maintenant, on va y répondre, mais sinon, ne cassons pas la dynamique et on peut enchaîner directement. Dans ces cas, je pourrais répondre à toutes les questions actées. Il n'y a pas de souci. D'accord, tant mieux. Alors, je vais prendre le relais alors. Donc, justement, après Bon, la vidéo, on la regardera une autre fois. Je pense que vous aurez le lien dans le chat. Donc, on va parler en fait du décret tertiaire. Donc, cette partie-là est un peu plus une veille réglementaire. Ça concerne l'ensemble des territoires, en particulier les DOM aussi. Donc, je vais démarrer. Donc, déjà, le décret tertiaire a un contexte particulier. Donc, c'est le plan de rénovation énergétique des bâtiments qui a été lancé en 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi que le ministère de la Cohésion des territoires. Donc, l'ambition, bien sûr, c'est de baisser la facture d'énergie des Français, augmenter le pouvoir d'achat, améliorer le confort et lutter contre le changement climatique. Donc, pour y arriver, il a fallu donc différents objectifs. Donc, premièrement, donc, diminuer la consommation énergétique du parc tertiaire, donc les bâtiments de bureaux, etc. Donc, on va définir ça tout à l'heure, et améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments. Donc, ces objectifs ont été inscrits progressivement, donc depuis le Grenelle environnement, la loi de transition énergétique et la loi Elan. Et donc, on va déjà définir donc, ce qu'est le secteur tertiaire et les bâtiments qui sont concernés par cette obligation. Donc, c'est principalement le tertiaire marchand, donc tout ce qui est commerce, transport, activités financières, services rendus aux entreprises, hébergement, hôtels, et aussi le tertiaire non marchand, donc tout ce qui est un peu public, administration, mairie, école, santé, action sociale, etc. Donc, cette obligation concerne à la fois les propriétaires, mais également les exploitants de bâtiments assujettis. C'est-à-dire que les locataires d'un bureau sont aussi concernés par le décret tertiaire. Les bâtiments concernés aussi ont un seuil, donc ce ne sont pas tous les bâtiments tertiaires, mais ceux de 1000 m². Et il y a 3 cas de figure. Donc, premièrement, le bâtiment d'une surface égale ou supérieure à 1000 m², qui est exclusivement alloué à un usage tertiaire, un commerce qui fait 1000 m². Toutes les parties de bâtiments à usage mixte, c'est-à-dire qu'il peut avoir du résidentiel et du tertiaire, et lorsqu'il héberge des activités tertiaires, le cumul de ces surfaces est supérieur ou égal à 1000 m². Donc là, dans cet exemple, en vert, tout le rez-de-chaussée a un commerce qui fait 1000 m², et au-dessus, c'est du résidentiel, donc c'est la partie tertiaire qui sera concernée. Et dernier cas de figure, donc tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface cumulée égale ou supérieure à 1000 m². Là, on prendra l'exemple d'un groupe scolaire. Donc, il y a plusieurs écoles, plusieurs classes, etc. Ça fait différents bâtiments. Et donc, tous ceux qui sont entre guillemets à usage tertiaire seront concernés par le décret tertiaire.
Quelques exceptions qui sont limitées, donc 3 cas de figure, les constructions provisoires, donc préfabriquées, les choses qui ne sont pas censées être permanentes, les lieux de culte, et enfin les activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure. Donc on voit quand même que le champ d'exception est assez limité et concerne une très grande majorité des bâtiments tertiaires. Les objectifs à atteindre, donc ils sont de 2 types. Donc on a 2 choix entre l'atteinte de l'objectif en valeur relative. Donc en gros, on a un objectif qui est défini par rapport à une année de référence, qui ne peut pas être antérieure à 2010, donc il y a 10 ans, et qui inclut tous les usages énergétiques sur une année, donc la climatisation, la bureautique, l'éclairage. Pour un bureau, il n'y a pas beaucoup d'eau chaude généralement, mais bon, dans le cas d'un hôtel, on en aura. Ajuster des variations climatiques, là encore, c'est particulier pour nos territoires, qualifiées par les données d'occupation et d'intensité d'usage correspondantes renseignés par vos soins. Donc là, par exemple, c'est définir un seuil et on a eu, par exemple, l'année dernière, on a une activité très réduite liée au confinement. Donc, ce n'est pas une année forcément de référence. On va essayer de faire en sorte d'avoir des activités avec une intensité plus importante pour avoir une diminution qui soit intéressante, puisque les valeurs à respecter s'établissent en fonction d'une consommation énergétique de référence qu'on aura choisie entre 2010 et 2021, par exemple. Et il faudra diminuer donc cette consommation d'énergie de moins 40% en 2030, puis atteindre les moins 50 en 2040 et les moins 60 en 2050. Donc là, c'est assez précis, c'est des valeurs juste standards. Par contre, on a une autre option, c'est d'atteindre des objectifs en valeur absolue. C'est-à-dire que là, on ne va pas se focaliser sur un pourcentage, mais plutôt sur un chiffre concret. Et là, ce sera pour chaque catégorie d'activité. Pardon, je reviens. Qui sera exprimé en kilowattheure par mètre carré par an, et en tenant compte aussi de l'intensité d'usage. Donc là aussi, ils seront définis en différentes échéances, donc en 2030, 2040 et 2050. Et je tiens à préciser déjà que les niveaux d'exigence en Outre-mer pour la valeur absolue sera adapté à chaque territoire. Donc le seuil en valeur absolue pour la Guadeloupe et la Martinique ne sera pas le même. Et on va en parler tout à l'heure. Mais bon, là, c'est un peu abstrait. Donc, un petit schéma qui explique un peu mieux cela pour choisir si on fait une action de réduction en valeur relative ou en valeur absolue. Donc, lorsqu'on est dans le cas 1, donc, par exemple, on a un bâtiment qui est peu performant. Donc, on a une consommation assez importante. Disons qu'on prend comme valeur de référence la consommation de 2010 qui atteint un niveau conséquent. Il est plus intéressant de prendre la valeur relative en pourcentage, puisqu'on a plus de possibilités d'action. Et pour atteindre les moins 40% en 2030, puis les moins 50 en 2040 et les moins 60 en 2050. Par contre, si on a un bâtiment qui est plutôt performant, on a déjà eu des actions de rénovation énergétique, on a mis en place des équipements performants, etc. Donc, il est plus intéressant d'avoir un seuil en valeur absolue, pardon. Et donc là, le seuil n'est plus lié aux 40%, mais plutôt un seuil différent qui sera déjà indiqué dans un tableau qui sera dans l'arrêté. Donc, on va le détailler tout à l'heure, mais ce ne sera pas forcément moins 40, ça pourrait être moins 10, moins 20, moins 30. Enfin, il y aura en 100 kWh, mais en équivalent pourcentage, ce ne sera pas forcément les moins 40, moins 50, moins 60. Alors, les leviers d'action, justement, pour réduire sa consommation d'énergie et atteindre les objectifs donc, du décret tertiaire, c'est via d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, donc via des travaux sur l'enveloppe du bâtiment. On entend enveloppe du bâti, donc c'est toiture, mur, ouverture, plancher aussi, avec des actions sur l'isolation, les menuiseries, les protections solaires. On peut également installer des équipements performants, donc sur la climatisation, l'eau chaude, l'éclairage, les processus. Avoir des dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements. Aussi optimiser l'exploitation des équipements et des contrats, donc on peut penser aux contrats d'exploitation avec des objectifs de résultat. C'est quelque chose qui n'est pas très commun en Outre-mer, mais certains bureaux d'études commencent à se positionner là-dessus. Donc, c'est bien de se renseigner, en particulier pour les acteurs publics. Adapter aussi les locaux d'usage à un usage économe d'énergie. Donc, adapter l'éclairage aussi au poste de travail, privilégier l'éclairage naturel. Donc, ça réduit forcément la consommation d'énergie. Éteindre aussi une section automatique de l'éclairage après fermeture. Donc, à 18 h, par exemple, l'éclairage s'éteint et n'est rallumé que sur une action humaine. Inciter aussi les occupants à adopter des gestes éco-responsables. Mais tout ça, généralement, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, on le traduit dans ce type de schéma. Donc, commencer à travailler sur la qualité thermique de l'enveloppe, s'assurer de la performance des équipements, avoir un comportement des occupants qui soit vertueux
et s'assurer que la politique énergétique du site soit en cohérence avec l'ensemble de ces différents points et faire en sorte que sa facture énergétique ou son abonnement soit adapté justement au contexte. Il y a aussi quelques possibilités de modulation des objectifs. Donc, là-dessus, ils sont modulés en fonction de 3 critères, soit des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, donc il faut le justifier via un dossier technique, soit lors de changement de l'activité exercée dans ces bâtiments, du volume d'activité. Donc, si avant c'était un bâtiment résidentiel, il devient tertiaire, forcément, on n'aura pas la même consommation et il faudra réajuster cela. Ou aussi des coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus sur les consommations d'énergie. Là aussi, c'est sur dossier technique. C'est précisé justement en dessous. Ensuite, excusez-moi. Tout cela, donc, ce sera renseigné sur la plateforme Opéra. Donc, c'est l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Donc, il y a une remontée annuelle à faire des consommations pour les assujettis. Donc, ça peut être à la fois le propriétaire et ou l'occupant. Et c'est à réaliser avant le 30 septembre de chaque année. Alors, par rapport à ça, donc, les informations à intégrer, donc c'est bien sûr définir la situation de référence, donc la consommation de référence par rapport à une année choisie, pas au-delà de 2010. Également, les indicateurs d'intensité d'usage de l'année de référence, c'est-à-dire est-ce que c'est un bâtiment qui est occupé à 100%, à 50%, etc. Le cas échéant, lorsqu'on veut donc moduler les objectifs, il faut associer à cela un dossier technique. Donc, c'est sous les cas dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je reviens juste dessus rapidement. Donc, les contraintes techniques architecturales ou patrimoniales, ou bien des coûts manifestement disproportionnés, justement par rapport au site et aux résultats attendus. Donc, cette plateforme permettra donc d'avoir une attestation annuelle des consommations avec la situation de référence par rapport aux objectifs, qui sera ajustée donc DGU, donc nous, on n'est pas vraiment concerné. Et bien sûr, il y aura une interopérabilité possible avec les outils de suivi de consommation des assujettis. Donc, si vous avez déjà un outil qui permet de suivre vos consommations, il y aura un lien possible pour justement ne pas avoir à faire un double travail de comptage. Le calendrier réglementaire, donc, on avait parlé de la loi ELA, etc. Donc, le décret tertiaire est sorti en 2019 avec un arrêté de méthode en 2020. Il y a plusieurs arrêtés qui sortent par la suite. Et nous, dans le territoire d'outre-mer, on sera plutôt concerné par l'arrêté qui sortira en 2022, puisque justement, donc, pour l'instant, on n'a pas encore les valeurs spécifiques en valeur absolue, il est prévu de sortir en mai 2022 et intégrera donc les valeurs spécifiques pour les départements d'outre-mer. Donc, pour l'instant, on a l'option que de la valeur relative, puisqu'on n'a pas encore pu définir les valeurs absolues. Et pour ceux qui s'en rappellent, j'avais envoyé justement un questionnaire il y a quelques mois pour avoir vos retours de consommation en fonction des catégories d'activité, pour justement définir ces différentes valeurs seuil, en fait, qui seront adaptées en fonction de chaque DOM. Donc, les valeurs spécifiques de la Guadeloupe ne sont pas les mêmes qu'à Mayotte, en Martinique, à La Réunion ou en Guyane. J'ai mis le lien de la concertation. Ensuite, je vais poursuivre sur les obligations pour les collectivités, après on fera un petit temps pour les questions, et après on passera à l'appel à projet Palais de suivi. Donc déjà, pour passer à l'action, n'hésitez pas à consulter la documentation publique. Donc, le gouvernement a mis en place un petit feuillet qui explique un peu les différentes étapes pour respecter le dispositif éco-énergie tertiaire. On rappelle les objectifs, donc, soit on passe aux valeurs de moins 40, moins 50, moins 60, ou bien on a un seuil qui est adapté en fonction de sa consommation. Mais là-dessus, ce qu'on peut retenir, c'est que les assujettis, donc ceux qui seront concernés par ce décret, et ceux qui ont un niveau de consommation d'énergie assez important et qui n'ont pas encore entrepris d'action de réduction, devraient plutôt s'orienter vers la valeur relative, donc les moins 30, 40, 50. Et ceux, par contre, qui ont déjà engagé des actions de réduction de leur consommation d'énergie vont plutôt s'orienter vers la valeur absolue, qui sera plus adaptée justement à leur réalité. J'ai presque fini. Donc, en qualité de propriétaire, bailleur ou occupant, donc, il a une obligation donc, de déclarer les consommations des locaux tertiaires sur la plateforme Opéra. En retour, la plateforme fournit une attestation annuelle, et cette attestation est complétée par la notation éco-énergie tertiaire, donc, qui se présente comme ça. Donc, elle qualifie en fait l'avancée de la démarche de réduction de consommation d'énergie au regard des résultats obtenus par rapport à l'objectif en valeur absolue, qui constitue la référence pour chaque catégorie.
Et donc, elle va d'un niveau insatisfaisant, donc la feuille grise, à jusqu'à 3 feuilles vertes, où on a un niveau excellent. Les obligations aussi de publication, donc un affichage des résultats annuels donc à destination des salariés et du public, pour présenter un peu la notation éco-énergie tertiaire. Il est aussi nécessaire de l'intégrer aux documents de vente et de location. Donc là, c'est la responsabilité partagée entre propriétaires et preneurs à bail. Ça permet aussi de développer la valeur immobilière verte du bâtiment, puisque si on a un bâtiment qui est vertueux, on pourra le valoriser justement. La nécessité aussi de transmettre sur la base de l'attestation annuelle générée par la plateforme. Pardon, il sera transmis par la base. Et les dispositifs de contrôle et de sanction, donc premièrement, le name and shame, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas respecté l'obligation se retrouveront sur une liste qui sera publique. Et sachant que, par exemple, les collectivités ont quand même un devoir d'exemplarité, ça peut être problématique. Par la suite, ce ne sera pas tout de suite les amendes administratives, mais là, généralement, il y aura des alertes. Et ce sera vraiment au bout de la première, deuxième année qu'on pourra avoir des sanctions. Mais généralement, le premier temps, c'est vraiment de prendre en main l'outil, de prendre en main la démarche, et après, bien sûr, de justifier son plan d'action si ce n'a pas été fait dans les temps. Et pour terminer, donc, il y a une foire aux questions qui est disponible sur le site de Opéra, qui est porté par l'ADEME. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Et pour rappel, donc, un petit ouvrage du CAUE qui présentait un peu les bonnes pratiques pour une transition énergétique dans les bâtiments communaux. Donc, je vous mettrai le lien dans le chat. Alors, pour cette partie-là, je vais réactiver les micros pour voir s'il y a des questions. Je n'en ai pas vu dans le chat. Et après, donc, on passera à l'appel à projet. Y aurait-il des questions déjà à ce moment? Pour l'instant, non. J'ai été très, très clair. De toute façon, tout est enregistré et vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous appeler par la suite si besoin. Je vais passer la parole donc à Emery. Louane, pardon, je confonds. Ah, si, on dirait qu'on a une question quand même. Ah oui, donc, Madame Emery qui nous quitte. On lui dit merci pour sa présentation. Et je reviens. Donc, je rappelle donc, les différents éléments. Donc, passer à l'action en 10 étapes. On a un objectif moins 40, moins 50, moins 60, ou bien par un seuil qui sera défini dans un arrêté. Privilégier plutôt la valeur absolue quand on a déjà fait des actions de réduction d'énergie et valeur relative si on n'a rien encore fait. Rappeler qu'on doit passer sur la plateforme Opéra pour déclarer ses consommations. La notation éco-énergie tertiaire permet de valoriser donc, votre bâtiment. Il y a des obligations d'affichage. Et n'hésitez pas à consulter les documents, les questions de la question et le document du CAE. Donc, je passe la parole à Henry pour le focus sur l'appel à projet PAETUV. Merci Joël. Alors, donc du coup, je me suis présenté tout à l'heure. Donc, effectivement, je suis chargé de mission pour le programme Acté et particulièrement responsable sur l'appel à projet Palétuvier, donc qui va être sur la slide suivante. Donc, pour faire le lien avec ce qu'il y avait, alors encore une fois, pour faire le lien avec ce qu'a présenté, encore une fois, désolé, j'ai mis plein de transitions, on dirait. Magali vous a présenté vraiment l'action globale d'Acté sur les 3 ans avec la diversité des appels à projets qu'on a lancés et également les ressources qu'on met à disposition sur le site et avec aussi la plateforme de soutien. Et donc, cet appel à projet Palétuvier, il vient s'implanter dans un contexte où tous les appels à projets jusque-là qu'on a ouverts étaient ouverts pour les DROM, mais on avait encore un peu de mal à toucher les collectivités, peut-être par manque de communication, ou peut-être parce que, comme vous l'avez remonté parfois quand on avait un peu sondé les territoires en amont de cet appel à projet, on va dire les paramètres et les prérogatives pour répondre à ces appels à projet étaient déjà, des fois trop décorrélés de ce qui a pu exister à la métropole. Vous avez des besoins et des sujets de préoccupation différents. Et ça fait que, en fait, les appels à projets sont jamais vraiment parfaitement pertinents par rapport à
à vos problématiques. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un appel à projet dédié pour les territoires outre-mer, donc qui couvre les 5 départements régions d'outre-mer, plus Saint-Pierre-et-Miquelon, même s'ils ont encore un statut très spécial parmi les territoires outre-mer, territoires ultramarins. Et donc, voilà, cet appel à projet, du coup, il a un double objectif, même un triple en fait. Le premier, c'est du coup de pouvoir rencontrer les collectivités outre-mer et les incorporer dans le réseau acté où on peut interagir et proposer des ressources à ces collectivités, apporter des financements pour réussir à massifier les travaux sur ces territoires, pareil qu'en métropole. Et enfin, créer des coopérations, puisque c'est quand même aussi, comme l'a dit Magali, une valeur qui est importante pour nous, la mutualisation des actions, parce qu'on croit vraiment que ça va être un levier d'action qui va permettre des choses plus efficaces. Et donc, du coup, voilà, cet appel à projet, il va pouvoir vous aider à paramétrer et à mettre en œuvre des projets qui pourraient être suivis sur les étapes du connaître son patrimoine, du passer à l'action et enfin dans le suivi à long terme. Donc sur la slide suivante, j'ai récapitulé les 4 lots de dépenses qui sont éligibles pour une aide financière de l'appel à projet. Le premier, c'est la ressource humaine. Donc là, on a la création de postes d'économes de flux que je vais présenter un peu plus en détail par la suite. Mais ça peut aussi être d'autres prestations d'appel d'assistants maîtres d'ouvrage ou autres, voilà, qui permettent une sorte de prestation intellectuelle annexe qui est un peu diffuse et qui permet à un projet de bien fonctionner, soit par pour la dispense d'une formation, un outil ou alors la création d'un cahier des charges, par exemple. Ensuite, le lot 2, il sera réservé aux dépenses qui sont relatives à l'achat d'équipements, soit de suivi de consommation pour mesurer l'énergie qui est consommée par un bâtiment avant et après travaux, parce qu'en général, les deux vont de pair pour bien mesurer les économies réalisées. Et puis également le matériel qui permet de piloter le bâtiment, et donc le gérer et l'exploiter plus facilement et plus précisément par du coup la personne qui gère le patrimoine. Et enfin, même on a une ouverture sur tout ce qui est abonnement à des plateformes de suivi. Donc même les logiciels et outils numériques peuvent être éligibles à ce lot 2. Le lot 3, il est vraiment dédié au financement des études techniques. On les appelle les études techniques. Ça va regrouper à la fois les audits énergétiques, bien sûr, puisque c'est vraiment la pierre angulaire des projets de rénovation. Hein, toujours, on n'envisage pas de réaliser des travaux avant avoir au moins diagnostiqué le bâtiment et estimer les types de travaux qui seraient les plus pertinents à réaliser pour un maximum d'économie d'énergie à moindre coût. On met aussi dans la même case des études de faisabilité. Or, ENR, je précise, on reste très centré sur la rénovation énergétique du bâtiment et on considère que, par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques, elle est très appréciée dans le cadre d'un projet global, mais les études de faisabilité financées par Acté, elles doivent être quand même très directement dirigées sur la performance énergétique et non à la production d'énergie à ce niveau-là. Donc voilà, les études de faisabilité et enfin la réalisation aussi de schémas directeurs immobilier énergie, qui sont des outils très efficaces pour vraiment prévoir à long terme les actions qui peuvent être entreprises sur un grand parc de bâtiments. Donc voilà, donc, les études techniques. Et enfin, le lot 4, qui est vraiment c'est une progression. Hein. Vous commencez par recruter les bonnes personnes pour gérer les projets. Ensuite, vous faites l'acquisition d'un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires. Ensuite, vous faites ces études et enfin, vous passez à l'acte par un contrat que vous passez avec un maître d'œuvre pour préparer les travaux en eux-mêmes et gérer ensuite la réalisation. Donc voilà, ça c'est
un peu la mise en œuvre des projets actés qui se reflètent dans ces 4 lots. Et on voit qu'au final, il y a vraiment plein de raisons sur lesquelles vous pourriez directement vous identifier sur des besoins qui pourraient voilà, permettre à terme du coup de directement répondre aux exigences du décret tertiaire qu'a présenté Monsieur Paul il y a quelques minutes. Mais également voilà, essayer de rénover les bâtiments pour qu'ils soient beaux et exemplaires par rapport à la collectivité que vous êtes et montrer l'exemple au reste du territoire guadeloupéen. Et éventuellement même avoir un objectif fort en termes de réduction des consommations énergétiques et du bilan carbone du territoire en entier. Il y a plein de raisons. Au final, voilà, vous pouvez totalement solliciter à la fois un seul lot isolé, si vous considérez que c'est un seul besoin que vous avez, ou bien les 4 lots ensemble qui feront partie d'un projet plus global. Donc sur la slide suivante, j'ai juste fait un petit focus, je ne vais pas m'attarder dessus parce que le but n'est pas de vous faire un cours sur les spécificités territoriales, vous les connaissiez mieux que moi. Simplement, je voulais mettre l'accent sur le fait qu'on a travaillé avec Acté et donc certains institutionnels sur vos territoires outre-mer pour faire en sorte que on va dire les spécificités territoriales soient au maximum prises en compte dans ce cahier des charges. Et donc, vous ne trouverez pas normalement de sollicitations avec des DJU, par exemple, ou des problèmes liés à du chauffage de bâtiments, parce qu'on sait bien que dans la plupart des territoires outre-mer, et donc notamment en Guadeloupe, vous avez beaucoup plus de besoins de froid, et notamment, voilà, le gros problème, c'est peut-être plutôt la climatisation qui consomme beaucoup d'énergie dans les bâtiments, éventuellement aussi l'éclairage qui peut être parfois vieillissant. Et donc, on a essayé vraiment de mettre l'accent sur ces innovations dont vous avez besoin spécifiquement dans les territoires où le climat est plutôt chaud, pour voilà, répondre au mieux à vos besoins. Sur la slide suivante, j'ai essayé de faire un descriptif, un peu un focus sur le poste des économes de flux, parce que c'est vraiment quelque chose dont on est particulièrement fier au niveau d'Acté et qui, d'après nous, est vraiment plein de promesses pour tout type de territoire, d'ailleurs les plus avancés comme ceux qui sont grands débutants encore dans le domaine de la rénovation énergétique. L'économe de flux, c'est un poste créé en interne. Donc, c'est déjà un premier point très positif, puisque à la différence de prestations que vous allez payer pour un bureau d'études ou tout autre prestataire qui travaillerait temporairement pour la collectivité, l'économe de flux, il est là pour un certain temps et il est là pour répondre directement aux besoins de la collectivité avec tout l'arsenal et toutes les cordes qu'il peut avoir à son arc selon le poste que vous définissez. Donc, il peut y avoir parfaitement des collectivités qui ont un besoin très technique et voilà, de pré-diagnostic parfois sur les territoires. En Guadeloupe, vous avez la chance d'avoir déjà un CEP qui peut interagir sur un certain nombre de typologies de bâtiments. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent Monsieur Paul et qu'il a dû avoir déjà des interactions avec vous sur des projets qui peuvent être un peu similaires à ceux que peuvent porter les économes de flux sur un territoire où il n'y a pas de CEP. Quand il y a un CEP, l'économe de flux peut parfaitement s'adapter sur des compétences un peu plus transverses, type juridique ou financier. On a déjà vu des économes de flux qui étaient spécifiquement dédiés à la recherche de financement pour les collectivités et ainsi vraiment compléter les compétences il peut y avoir en interne des collectivités ou en complément des institutions territoriales qui sont facilitatrices déjà sur le territoire. Donc, voilà, c'est un poste vraiment auquel on croit beaucoup et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre un maximum de financement fléché sur ce poste. Vous voyez en bas qu'il y a une flèche qui dit qu'un poste de titulaire peut être financé à 70%. En fait, les économes de flux sur l'appel à projet palétuvier seraient financés à hauteur de 60% de la charge brute, donc le salaire brut de l'employé. Mais on peut monter en plus à 70% dans le cas où le poste créé serait un poste de titulaire. Parce que nous, on a l'ambition derrière, Acté, d'être créateur de postes pérennes et pas seulement on va dire des personnes qui viendraient juste pour 2 ans jusqu'à la fin du programme.
Donc voilà, à cet effet, si vous montrez que vous faites un poste qui peut vraiment durer dans le temps, on est prêt à financer encore un peu plus. Sur la slide suivante, j'ai présenté les conditions d'éligibilité, mais je ne vais pas y passer trop de temps parce que finalement, c'est un peu du cas par cas par rapport aux 33 participants qui sont ici aujourd'hui. En termes de type de bâtiment, finalement, on couvre presque tous les bâtiments tertiaires publics, à la fois voilà, les bâtiments communaux, les bâtiments scolaires, sportifs, culturels. C'est vraiment tous les bâtiments qui pourraient rentrer dans le patrimoine de collectivité. En termes de type de candidat, on est aussi assez ouvert, puisqu'on peut vraiment viser sur les collectivités territoriales, type région, département, commune, mais aussi d'autres établissements publics locaux et même voilà, des ALEC, des AREC. Ce n'est pas forcément le cas de tous les territoires, tout le monde n'est pas euh, euh, loti de la même manière, mais en tout cas, voilà, les types de candidats sont assez larges et vous pouvez revenir vers moi pour tout cas particulier si vous avez un doute sur l'éligibilité à cet appel à projet. Enfin, en termes de territoire, comme j'ai présenté tout à l'heure, la Guadeloupe est bien éligible. Ça nous amène sur la slide suivante, sur laquelle je présente un peu les taux maximum d'aide par lot. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ressource humaine, c'est vraiment le poste qu'on a essayé d'aider au maximum. Et donc, on arrive à un taux d'aide de 60 à 70% sur le coût global. Et alors, je ne vais pas m'attarder sur les détails et les commenter un par un. Simplement, vous voyez qu'il y a deux colonnes. La colonne collectivité seule à droite, sur laquelle on peut prétendre quand même à une somme totale de 250 000 € d'aide actée. Ce qui n'est pas négligeable, mais quand même, on voulait essayer de pousser les collectivités à mutualiser, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une valeur qu'on essaye de porter au maximum au niveau d'Acté. Et donc, on a décidé de mettre en avant les groupements qui faisaient l'effort du coup de mutualiser la candidature avec plusieurs collectivités qui travaillent ensemble et qui pourrait du coup demander des sommes qui vont jusqu'à près de un peu plus d'1 million d'euros. Donc on a ouvert ces taux volontairement très importants pour laisser libre cours aux besoins des collectivités qui n'aient pas peur de nous mettre beaucoup de bâtiments et beaucoup d'ambition. Et voilà, notamment quand les groupements peuvent se réaliser. Alors, du coup, c'est la transition vers la slide suivante. Cette mutualisation, il y a beaucoup de questions en général qui viennent directement à la suite d'un webinaire sur est-ce que je dois mutualiser avec un tel. Nous, on n'a pas vraiment de règles et de modèles type pour la création d'un groupement. Au contraire, on pense que c'est les collectivités elles-mêmes qui sont les meilleures placées pour décider avec qui elles vont plus logiquement travailler, soit par proximité géographique, soit par, on va dire, volume de bâtiments communs, et donc ça crée une dynamique équilibrée entre les membres, soit aussi par un niveau de maturité commun. On peut imaginer que, voilà, parmi sûrement quelques communes qui sont présentes ici aujourd'hui, il y en a certaines qui sont super en avance sur la rénovation et qu'elles veulent travailler avec d'autres communes plutôt déjà en avance pour mutualiser à des niveaux sur des sujets de type, voilà, par exemple, l'instrumentation un peu plus précise des bâtiments. Ça, on vous laisse libre cours après en fonction de vos besoins et de vos demandes. Mais en tout cas, cette mutualisation, du coup, elle doit se faire non pas avec les membres communes pour un EPCI, parce que ce serait un peu facile, mais voilà, faire un groupement qui puisse regrouper des territoires qui ne travailleraient pas forcément ensemble naturellement. Ça, c'est donc voilà, du coup, un enjeu pour trouver la taille critique pour avoir un bon ratio entre faisabilité technique et voilà, bonus économique. En termes de calendrier, donc là, aujourd'hui, on est en début juillet. L'appel à projet a été lancé il y a déjà quelques semaines de ça, et il court encore pour la période de candidature jusqu'à fin septembre, voire même tout début octobre, le 4 octobre.
Ça sera la seule et unique date de dépôt de candidature, puisqu'on a essayé déjà de l'allonger au maximum, cette période de dépôt. Mais on veut également laisser un maximum de temps ensuite pour les projets de se réaliser. Donc, à cet effet, voilà, on aura une seule et unique vague de candidature le 4 octobre, suivie du jury à peu près un mois plus tard, et à la suite duquel vous aurez donc, si vous êtes lauréat, une période d'environ 2 ans de suivi avec du coup un référent acté niveau national qui va essayer de répondre à toutes vos questions sur le tenant, on va dire, financier de l'accompagnement. Donc voilà, avec tous les appels de fonds qui vont être successifs et qui vont être réalisés pour une bonne distribution ensuite de la subvention actée qui a été décidée en convention, mais également même sur la partie technique. Donc en général, dans la mesure du possible, les chargés de mission actés comme moi viennent à vos comités de pilotage et essayent de faciliter au maximum les démarches pour que vos projets réussissent. Voilà, ça pour le calendrier. Pour trouver le dossier de candidature, vous pouvez aller sur notre site du programme c2eacté.fr. Je vous ai fait un mini tutoriel, même si c'est normalement assez facile à trouver, comme ça, vous n'aurez pas normalement de problème pour retrouver les documents. Et donc, quand on ouvre ce document AAP Palétuvier acté, sur la slide suivante, j'ai fait un petit descriptif de ce qu'on trouve dans ce dossier. On trouve à la fois une brochure de présentation en haut à droite de l'écran qui représente en 2 pages, un recto verso à peu près ce que je vous ai donné à l'oral en sûrement un peu trop de temps. Donc voilà, si vous avez besoin par exemple de partager le projet, l'appel à projet à vos élus ou à d'éventuels collègues, n'hésitez pas à partager cette plaquette. Je pense qu'elle est elle a été produite pour être partagée assez facilement. Et puis, donc, vous trouvez également, du coup, le cahier des charges ainsi que les documents qui sont nécessaires à la réponse à cette candidature. Voilà, je vous laisse sur la dernière slide où vous avez mes contacts en haut à gauche, ainsi que tous les autres contacts du programme acté plus classique. J'ai donné mes contacts personnels puisque, en fait, vu que je suis référent acté sur les territoires DROM, toutes les sollicitations vont probablement passer par moi, donc vous pouvez avoir un échange plus direct avec mon mail ou mon numéro de téléphone. Je vous remercie et maintenant je vous laisse libre place aux questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas justement à poser vos questions, puisque bon, le référent acté est là, donc c'est lui qui va suivre vos projets. Donc, c'est le moment justement. Donc, on a eu quelques échanges sur le chat. Donc, je Ok, reprends quand même alors la je vais remonter. question. Ok, Je te la lis, mais j'ai déjà ok. répondu. Donc, l'atteinte des objectifs moins 40 à 2030 vise les consommations provenant du réseau. Les solutions d'autoconsommation solaire PV sont-elles prises en compte? Donc, j'ai pris le relais de la FAQ Opéra et en précisant que oui, donc elles sont prises en compte. Mais idéalement, donc, vous l'a précisé Laurent Séov, dans le bureau d'études, de la stratégie négawatt, donc sobriété, efficacité et ensuite le renouvelable. Par rapport au programme, à l'appel à projet palétuvier, donc on a plusieurs collectivités, donc je les invite à poser leurs questions justement, si elles souhaitent répondre, si elles ont des questions sur le fait de mutualiser, ne pas hésiter à prendre ces coordonnées. Le support vous sera transmis prochainement, donc vous pouvez réactiver vos micros, n'hésitez pas. De toute façon, on est à votre disposition. Pendant que certaines questions se préparent, j'en profite pour 2-3 compléments. Donc, première chose, c'est que effectivement, là, normalement, au moment où je vous viens de faire cette présentation, il y a des projets qui ne sont pas forcément très mûrs. Ça a besoin d'être développé avec, donc, comme je l'ai présenté, certains partenaires. Même techniquement, il faut identifier le parc, ça demande une certaine préparation. Et du coup, on va dire une prise en compte en amont. Donc, même si votre projet n'est pas encore sûr, si vous n'êtes pas sûr de postuler, mais que ça quand même, ça retient votre intérêt, n'hésitez surtout pas à me contacter. L'idée, elle est double. C'est que la première, c'est que moi, je pourrais vous contacter, je pourrais vous conseiller techniquement sur quoi faire pour, on va dire, correspondre au mieux aux demandes du jury et faire en sorte que vous puissiez disposer d'un maximum de fonds pour réussir et réaliser votre projet. Et en plus, je pense qu'un problème inhérent un peu à la plupart des candidats potentiels, c'est trouver les bons partenaires.
Et de ce point de vue-là, moi, en fait, je centralise tous les intérêts pour ensuite essayer de mettre en contact les personnes qui travaillent dans différentes communes, différents EPCI qui seraient intéressés, et pour vous mettre ensemble ensuite dans une communication qui permettrait de répondre. Alors que peut-être vous n'avez pas l'occasion d'aller voir directement le voisin pour lui dire ça ne vous dit pas de répondre avec nous. Donc, n'hésitez surtout pas à faire part de votre intérêt maintenant ou dans quelques jours, hein, par mail ou par téléphone. Même si l'intérêt est encore un peu conditionnel pour l'instant. Ok, merci pour les compléments. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réactions pour l'instant, mais de toute façon, les éléments sont là. Petit rappel du calendrier, je pense, ce serait bien. Et après, je pense qu'on pourra peut-être clôturer, puisqu'on a abordé Alors, je vois qu'il y a une question là. Ah, Un maître d'œuvre peut être économe de flux et bénéficier du financement de 60%. Alors, l'économe de flux peut réaliser une mission de maîtrise d'œuvre jusqu'à un certain point. Après, il faut quand même un profil quand même très spécifique. Mais oui, à la limite, si vous trouvez le bon profil pour voilà, recruter un économe de flux qui ait cette compétence, c'est possible. Après, on ne fait pas de double financement. Donc, ça veut dire que si l'économe de flux est recruté et donc financé par le lot 1 à hauteur de 60 à 70%, il ne sera pas non plus financé sur les 30% sur la maîtrise d'œuvre, seulement sur la ressource humaine, puisque finalement, nous, ce qu'on payera du côté lacté, c'est son salaire et pas la prestation qui, en plus, du coup, ne sera pas imputable financièrement à la collectivité, puisqu'elle est réalisée directement en interne. alors, elle s'est pas présentée, donc c'est Marie-Ève Jaffard de la ville du Lamentin. On va passer la parole à Anaël Saucier de Cap Excellence et après, on prendra la question de Charlène Davillé de la ville de Sainte-Rose. Donc, Très bien. Anaël, si tu peux activer ton micro. Oui, Vas-y. bonjour. En fait, je voulais savoir par rapport justement à l'économe de flux, est-ce que si on choisit par exemple de mutualiser, enfin de déposer un dossier avec plusieurs EPCI, mettons, est-ce que l'économe de flux sera lui aussi mutualisé ou bien il pourrait y en avoir un par EPCI par exemple? Alors ça, on vous laisse la totale liberté de choisir. Si on revient sur le tableau d'aide, on voit que dans le cas d'un groupement, on a un plafond qui monte à 500 000 euros pour une aide, sachant qu'on parle à chaque fois de 2 ans de salaire en brut. En général, à part si vous recrutez un footballeur, vous pourrez en recruter plusieurs avec ce budget-là. Donc à partir de là, c'est à vous de définir vraiment le besoin, en fait, parce que c'est vraiment la première chose à estimer par rapport au choix de ces éléments, c'est voir si le territoire et le parc de bâtiments, a fortiori, demandent à ce qu'il y ait plusieurs emplois à temps plein disposés pour cette mission sur les 2 ans. C'est totalement possible, du coup, de faire recruter. Donc, je ne sais pas si vous pourriez peut-être me donner un peu plus sur la collectivité que vous représentez, mais admettons que vous travaillez sur une structure qui est déjà mutualisée, peut-être à une échelle d'un EPCI. Peut-être vous pouvez prendre la parole juste pour me donner ce complément. Oui, alors moi je travaille à Cap Excellence, donc on a 3 communes, Pointe-à-Pitre, Rabim, Bémao. D'accord. C'est la plus grosse agglomération de la Guadeloupe. Je ne l'ai pas précisé, plus de 100 000 habitants. Oui, donc ça justifierait que peut-être il y aurait besoin de, par exemple, 2 personnes qui seraient communalisées sur les trois communes. C'est totalement possible. Elles peuvent être recrutées du coup à Cap Excellence au niveau c'est bien un EPCI du coup. C'est Oui, une agglomération. Ouais. oui. Oui, c'est ça, Et, communauté et d'agglo. donc elles peuvent être très bien. Ces 2 personnes peuvent être par exemple recrutées au niveau de l'EPCI ou au niveau des communes. Donc recrutées sur par exemple la capitale mais quand même travailler dans la convention, ce serait écrit dans la convention avec un emploi à 50% ou à 30% dans telle autre commune. Ça, c'est vraiment à vous de décider. Sachant qu'en plus, c'est vrai que c'est un élément, un petit détail qu'on a ajouté aussi pour plus de liberté aussi au niveau des DROM, parce qu'on sait que c'est des territoires où parfois vous ne pouvez pas recruter énormément de personnes et ils doivent être assez multitâches. Donc, on a laissé la possibilité à cette personne
de travailler à minimum, donc 50% de son emploi à temps plein sur des tâches directement reliées à Acté. Ce qui veut dire qu'en fait, ces personnes pourraient aussi travailler, on va dire, maximum à mi-temps sur d'autres préoccupations, on va dire, autour du climat ou autour de la gestion du patrimoine. Ok, merci. On a deux autres questions dans le chat, puis après Madame Conder. Donc, pour Chahine Dalvilliers, donc de la ville de Sainte-Rose, donc la subvention actée est-elle cumulable avec d'autres partenaires, ADEME, FEDER, etc. Très bonne question. Ça me permet de rebondir. Du coup, j'ai oublié de. C'est très dense, je n'arrive pas à couvrir toutes les petites spécificités. Effectivement, la subvention actée est bien cumulable avec d'autres partenaires. L'ADEME et le FEDER, bien évidemment. Ça sera du coup seulement limité par le fait que je crois que de toute façon c'est réglementaire, donc aucune autre aide pourrait aller au-delà de ça, mais il doit rester au moins 20% de reste à charge pour les projets, peu importe si du coup vous êtes financé à 50% acté plus 30% FEDER ou un autre montage. Et je précise aussi que donc j'ai peut-être pas précisé assez tout à l'heure, mais que le programme Acté est un programme C2E, donc financé sur les cotisations des obligés C2E, et que du coup, ça ne se cumule pas avec d'autres programmes Acté que vous pourriez avoir sur vos territoires. Par contre, pardon, programme C2E. Par contre, c'est cumulable avec les fiches standardisées C2E qui sont valorisables au moment des travaux. Donc, c'est-à-dire que si vous financez un audit énergétique pour rénover, pour étudier une école, et qu'ensuite l'école, elle demande à rénover la toiture, et ben, vous pourrez financer à la fois l'audit et à la fois la rénovation de la toiture en elle-même par la fiche travaux. Ok, merci. Une autre question, donc c'est de Fabienne Bertoli. Est-ce qu'il est interne à la collectivité l'économe de flux? Alors, je précise qu'elle est de la collectivité régionale. Donc, moi, ce que j'entends, c'est aussi, est-ce que ça peut être porté par la collectivité pour une autre collectivité? Par exemple, que ce soit la région qui prenne l'économe de flux et le mette à disposition de petites communes. Ça aussi, ça peut. Ça, c'est totalement possible, notamment sur, voilà, comme vous le dites, un très bon exemple, hein, les grandes structures qui couvrent beaucoup de territoires et qui peuvent aller au-delà d'un patrimoine spécifique, type région ou département. C'est possible complètement selon les besoins de la collectivité qui l'emploie et qui pourrait demander ses services. Il y a même eu déjà des systèmes avec des cotisations avec les SDE, les syndicats d'énergie, qui ont la compétence en maîtrise, maîtrise de l'énergie. Par contre, si je comprends peut-être les questions d'un autre angle, c'est l'occasion d'une montée en compétences. Ça, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que nous, on va financer le recrutement d'un nouveau poste. Et donc, il est possible, à la limite, que le poste créé soit pourvu par quelqu'un qui était déjà dans la collectivité, notamment, je sais pas moi, chargé de mission énergie et qui devienne économe de flux acté, donc qui rentre concrètement dans le poste. Par contre, il faudra remplacer cette personne en charge de mission par une autre personne. On finance bien la création d'un nouveau poste et pas juste l'accession à un titre économe de flux. OK. On va passer la parole à Madame Condé et Oui. après, je vais avoir une question encore. Oui, bonjour. Je voudrais savoir en fait si on Petit peut écho. Voilà. candidater sur plusieurs lots. Effectivement, oui. Tous les lots sont cumulables. Et c'est même, je peux vous dire, encouragé de présenter un projet global qui englobe ces 4 lots. Ce n'est pas du tout rédhibitoire de présenter que certains lots. Par exemple, il y a beaucoup de candidats qui présentent des dossiers soit sans maîtrise d'œuvre parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas forcément le temps de réaliser les travaux tout de suite et qu'ils ne veulent pas s'engager là-dessus, soit par exemple sur les outils de suivi de mesure parce qu'ils considèrent que leurs bâtiments sont déjà assez instrumentés comme ça. Mais on vous encourage à présenter un maximum de demandes sur les 4 lots, puisque en général, ça fait état d'un projet ambitieux et global. D'accord. Du coup, est-ce qu'il sera phasé parce qu'en fait, si par exemple, on fait une demande, je ne sais pas, pour études et maîtrise d'œuvre, forcément, la maîtrise d'œuvre dépendra justement du résultat de l'étude.
Et donc, on n'aura peut-être pas tous les éléments, justement, en termes de maîtrise d'œuvre. Est-ce que ça posera un problème par rapport à ça? Ça ne pose pas de problème. On s'attend à ce que la collectivité, dans tous les cas, ait une marge de flexibilité par rapport au budget qu'elle prévoit au niveau de la candidature, puisque voilà, même les audits, si les audits disent que finalement, il ne faut pas réaliser de travaux, mais seulement changer l'exploitant parce qu'il fait mal son travail, à la limite, enfin, c'est des prérogatives qu'on ne peut pas prévoir. Et évidemment, il y aura une flexibilité en termes de budget prévu par rapport notamment à la maîtrise d'œuvre qui pourrait ensuite résulter des études. Après, c'est en général, un projet présente un taux de transformation, enfin, une ambition de taux de transformation, ce qui veut dire que concrètement, il faudrait qu'il y ait au moins, ça c'est précisé dans le cahier des charges, parmi les études techniques, si on imagine que vous avez un patrimoine de 30 bâtiments que vous auditez, le taux de transformation moyen et préféré, ce serait au moins 50%, donc 15 maîtrises d'œuvre. Sans savoir quel bâtiment, ni quand, ni combien, en termes de surface, je veux dire. L'idée, c'est quand même de faire une prévision et donc de mettre des budgets approximatifs qui pourront ensuite être revus plutôt à la baisse qu'à la hausse. Donc, n'hésitez pas à mettre plutôt une fourchette haute sans que ce soit totalement pas crédible. Sinon, le jury s'en apercevra et décidera de couper. Mais voilà, l'idée n'est pas d'avoir un projet totalement fini, sinon on ne servirait à rien concrètement. On sait que les financements, que vos demandes de financement seront approximatives et c'est bien pour ça qu'on apporte des financements, c'est pour étudier les choses et prendre les choses dans l'ordre. Ok, merci. On a encore une question. Donc, c'est sur le cas des agents en interne qui seraient sur le programme ACTE. Est-ce qu'ils sont formés justement en qualité d'économe de flux? Est-ce que la FNCCR propose cela au-delà des MOOC? Effectivement, l'économe de flux, alors c'est un poste, c'est vrai qu'il y a un titre économe de flux. Après, c'est finalement une fiche de poste, en tout cas dans le profil recherché, qui peut même ressembler à certains égards à un CEP, quelqu'un qui a en général une connaissance au moins basique de la technique du bâtiment et qui a en plus envie d'apprendre un peu le côté gestion de projet, contact avec les collectivités et éventuellement en plus la casquette juridique et financière. C'est en fait un peu au cas, enfin, ça va vraiment dépendre du type d'économe de flux que vous recherchez. Néanmoins, effectivement, une fois que vous avez trouvé un profil qui vous satisfait et qui va commencer à travailler sur les projets, nous, de notre côté, niveau ACTE, on anime un réseau d'économes de flux. Donc là, aujourd'hui, après tous les appels à projets qu'on a déjà lancés, notamment en métropole, on a presque une bonne centaine d'économes de flux déjà en poste qui partagent très régulièrement des webinaires et des cahiers des charges type, des choses de valeur qui permettent d'accélérer sur leurs projets respectifs. Et on dispense en plus des formations qu'on paye avec des prestataires, notamment pour les faire monter en compétences. Par exemple, si c'est un ingénieur sur la partie juridique, qui est en général un peu moins abouti. Donc oui, finalement, on les forme un peu en interne au fil de l'eau. Mais après, ça reste quand même important de bien définir le poste en fonction de vos besoins. Ok, très bien. Donc, on n'a pas encore de questions, mais juste pour rappeler par rapport à ce tableau d'aide, justement, lorsque vous êtes inscrit, il y avait un petit questionnaire et la plupart d'entre vous l'ont complété. Donc, ces éléments seront transmis justement à M. Emery pour justement vous recontacter pour ceux qui ont des besoins en ressources humaines, en outils de mesure, études techniques, maîtrise d'œuvre. Donc là-dessus, tout a été bien reçu. Donc, s'il y a des compléments par rapport à ce webinaire, vous voulez changer quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à M. Emery. Donc, je vais rappeler quand même ses coordonnées. Je vais les mettre dans le je vais chat les mettre aussi. dans le chat. De toute façon, à l'issue du webinaire, le support vous sera envoyé à tous. Et donc, j'imagine bien qu'on pourra refaire un petit webinaire comme ça à la rentrée si besoin, s'il y a des demandes, ou bien échanger directement par mail ou par téléphone. Donc, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. La majorité des collectivités
des collectivités présentes ont posé des questions. Donc, j'imagine bien que ça doit fourmiller de projets. Je ne De sais toute pas façon, si... la Guadeloupe, parmi les territoires DROM, est précurseur pour nous, puisque il y a le Conseil régional de Guadeloupe, qui est pour l'instant notre unique et seul lauréat acté sur les programmes. Et donc, on espère que dans quelques mois, ils seront plus seuls du tout. Que vous Ok. aurez plein d'intérêts identifiés sur la Guadeloupe, notamment. D'accord. On fait un petit rappel quand même pour les postes qui sont accompagnés, justement. Donc, je te laisse faire la petite présentation et après, je pense qu'on pourra clôturer ce webinaire et j'enverrai donc le support et les contacts à tous. Oui, donc pour rappel, du coup, les 4 lots, la ressource humaine, pour notamment le recrutement d'un économe de flux, le lot 2 sur les équipements techniques pour mesurer un maximum de choses sur le bâtiment, les études techniques pour agir de manière la plus raisonnée possible, et enfin la maîtrise d'œuvre pour passer vraiment à l'acte. Enfin, le calendrier, c'est important. Et le calendrier, date limite de dépôt de candidature le 4 octobre. Ça veut dire un mail à moi-même le plus tôt possible en avance pour éviter le rush des dernières minutes et être serein au moment de déposer le dossier et être sûr qu'il aura toutes les chances d'être validé par le jury. Et puis ensuite, voilà, une avancée progressive des choses pour votre projet jusqu'à la fin 2023. OK. Ben, merci à tous. Donc, je vérifie comme une dernière fois s'il n'y a pas de questions. A priori, non. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, en espérant qu'il a répondu à vos attentes et vos questions. Donc, nous sommes vraiment à votre disposition. Donc, M. Emery et moi-même. Donc, Mme Mars, Magali, j'ai oublié son nom. Magali Merlin, oui. Merlin, pardon. Elle s'excuse, elle est dans un autre webinaire, mais elle vous remercie également. D'accord. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Donc, j'ai noté bien les présents, j'ai vos éléments. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée pour nous, à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.